possède une exoplanète, on va mettre en branle le système de mesure qu'on a vu précédemment, des vitesses radiales, et on va pouvoir effectuer une mesure complémentaire qui va nous donner des choses importantes comme par exemple la masse de cette planète et la vitesse radiale, etc. Donc en combinant ces deux techniques, on va avoir plus d'informations sur la planète extrasolaire. Alors, elle est donc très proche de son étoile, et donc on va pouvoir analyser l'atmosphère de cette planète quand elle passe le limbe. Alors ça a été fait justement pour cette planète dont on parle, et on s'aperçoit qu'on a détecté de l'hydrogène dans l'atmosphère de cette planète, mais c'est donc la première fois qu'on détectait de l'hydrogène dans l'atmosphère d'une planète extrasolaire. On a détecté aussi du carbone, de l'oxygène, donc c'est des choses plutôt sympathiques, hein. Mais on s'est aperçu d'une chose assez extraordinaire, c'est que cet hydrogène s'évapore. Regardez, on a mesuré à chaque fois que l'on passait dans le transit, cette planète traînait une queue d'hydrogène que l'on pouvait mesurer, et qu'il y avait, donc cette planète ressemble un peu à une comète avec une queue, hein, et cette quantité d'hydrogène s'étendait très loin de cette planète, à plus de 3 rayons, au-delà de la limite de Roche, hein, donc elle part dans l'atmosphère. Vous savez que la limite de Roche, c'est ce qui retient la gravité qui retient autour d'une planète ou autour d'un corps pour que les corps ne s'échappent pas. Et donc l'atmosphère d'Osiris, si proche de son étoile, est chauffée de façon extrême, elle se dilate, elle est soumise aussi aux forces de marée, et l'hydrogène est aussi poussé par le vent stellaire, comme elle est proche de l'étoile. Le vent stellaire, c'est comme le vent solaire, hein, avec notre propre soleil, hein. C'est le vent solaire qui a en partie chassé l'atmosphère de la planète Mars, hein, au niveau de notre système solaire. Hein. Et là, on va voir que donc on peut dire que Osiris s'évapore. Et regardez, voilà, ça c'est donc la planète Osiris qui passe devant son étoile. Et là, vous voyez, c'est la courbe d'absorption du transit. On voit bien que c'est pas très franc tout ça, et que ça traîne. Regardez, une fois qu'elle est passée, la remontée n'est pas franche, mais elle traîne. C'est la queue d'hydrogène qui est embarquée avec la planète. Formidable, hein, incroyable ça. Hein. Alors, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, Osiris va perdre son atmosphère. Alors, pas de panique, on a calculé le taux d'évaporation de l'ordre de 10 000 tonnes d'hydrogène par seconde. Ça a l'air énorme, mais bon, il y en a beaucoup. Hein, elle peut vivre plusieurs centaines de millions d'années. Mais cela nous a mis sur la voie d'un certain type de planètes qui pourraient être des grosses planètes gazeuses qui ont perdu leur atmosphère au cours du temps, et ça serait un nouveau type de planète. Qui évidemment, au bout d'un certain temps, serait beaucoup plus petite et réduite à leur noyau. Alors voilà, c'est ça intéressant. Alors, ce n'est pas le seul avantage de la méthode des transits. Hein, on peut utiliser aussi le fait que quand la planète va passer derrière son étoile, elle va nous donner une idée sur son émission infrarouge. C'est facile, parce que regardez par exemple, je dois avoir un dessin. Oui. Là, lorsque la planète est là, elle passe devant son étoile, devant. Donc vous avez en rouge le spectre de la planète, en blanc le spectre de l'étoile. Lorsque la planète est passée derrière l'étoile, il ne reste plus que le spectre de l'étoile. Et lorsque vous faites la différence des deux, eh bien vous avez la signature de la planète. Hein. C'est beau ça. C'est pour ça que dans une certaine planète ici, on a trouvé de l'eau et du méthane dans l'atmosphère. Vous savez que l'eau et le méthane, on va voir, ce sont des marqueurs biologiques, hein, c'est intéressant. Alors la troisième et dernière méthode pour mesurer
pour détecter les exoplanètes, ce sont les lentilles qu'on appelle les micro-lentilles gravitationnelles. Alors, comment expliquer ça? Vous avez un objet très lointain que vous ne pouvez pas voir normalement. D'accord? Et il se trouve qu'à un moment donné, supposez qu'il y ait une grosse masse qui se passe, une galaxie, une étoile importante qui passe devant, dans la ligne de visée, entre l'observateur et cet objet lointain. Vous savez que Einstein a dit que la masse courbait l'espace. Une masse importante courbe l'espace. Donc, s'il y a une masse importante qui se trouve ici dans la ligne de visée, elle va courber l'espace autour de cette masse, et courber l'espace, ça va être équivalent en optique à mettre un objectif, une lentille. Voilà, un système optique, une lentille. Et ce système, ici, cette étoile ou cette galaxie, va servir de lentille pour grossir l'image de l'objet qui est derrière, qu'on ne pouvait pas voir sans cela. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une méthode très puissante et très belle, hein, parce que grâce à ça, des objets qui sont invisibles deviennent visibles. Alors, visibles, peut-être légèrement déformés, parce que ce n'est pas une superbe lentille. Hein. Généralement, vous voyez l'équivalent ici, c'est on fait la simulation avec un culot de bouteille. Vous prenez un culot de bouteille et vous regardez une bougie plus loin, et vous le bougez un peu, vous voyez que ça donne différentes formes. Là, c'est l'image d'un petit château vu au travers d'un culot de bouteille. C'est en gros ce que pourrait donner une lentille gravitationnelle. Il y a une manip comme ça d'ailleurs à la Cité des Sens au premier étage, hein, dans la partie cosmologie, si ça vous intéresse. C'est très bien fait. Donc cette étoile proche, ici, va focaliser la lumière de l'étoile lointaine, ce qui va créer une augmentation de sa luminosité. Et s'il se trouve que cette étoile proche possède, vous voyez où je veux en venir, possède une planète, ça va faire varier légèrement cette luminosité. Et c'est comme ça qu'on va détecter des exoplanètes autour d'étoiles lointaines. D'accord? C'est à peu près compris? Hein? Et voilà, par exemple, alors on a différents cas de figure, et ça va vous donner sur la courbe de luminosité, on va avoir des pics ici. Alors un pic qui va correspondre à l'étoile, et un pic qui va correspondre, par exemple, à la planète qui tourne autour de l'étoile. Alors c'est une méthode qui est surtout adaptée aux objets lointains, vous avez compris. Hein. Donc c'est bien, ça complète avec la méthode des transits qui est plutôt pour les objets proches. Voilà différentes explications de ça. Enfin, ceux que ça intéresse, ils peuvent prendre ma présentation après. Voilà une autre une représentation. Ça, c'est l'étoile, ça, c'est la planète. Voilà, vous avez vu la planète ici et l'étoile. Alors ça, c'est une simulation. Ça aussi, c'est une simulation. Donc, l'étoile proche focalise la lumière de l'étoile lointaine. Il faut penser que l'étoile proche, ça devient une lentille. Et on a découvert, effectivement, comme ça, on a commencé à découvrir des exoplanètes lointaines, avec des numéros un peu bizarres, je vous l'accorde, peu importe. Mais voilà, un relevé réel. Cette fois-ci, ce n'est pas une simulation, là. On voit, ça c'est la photo dont parle le télescope, on voit pac, 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 les deux pics. Et ça c'est une étoile qui est un peu plus loin que les autres, donc 19 000 années-lumière. Voilà, on a vu là les trois méthodes pour détecter des exoplanètes. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler de la zone habitable. Alors, évidemment, un des principaux buts de la recherche d'exoplanètes, c'est d'essayer de trouver des planètes similaires à la Terre, enfin, disons,
qui ont les caractéristiques de la Terre et, si possible, qui puissent supporter la vie, une forme de vie soit microbienne, je n'irai pas jusqu'à dire une vie intelligente, je ne sais pas. Et pour cela, on va voir qu'il y a quelques caractéristiques de notre belle planète qui sont fondamentales. C'est d'abord de l'eau. L'eau semble être le facteur le plus important pour la vie, et l'eau sous ses trois formes physiques, solide, liquide, gazeuse. Alors, pourquoi l'eau est-elle si importante? On s'en verra. Pourquoi l'eau est-elle si importante? Eh bien, il y a deux, trois caractéristiques de l'eau auxquelles on ne pense pas, et je vous en prie, si vous devriez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est ça, c'est cette diapo, c'est important. L'eau diffuse à travers tous les corps, à travers les membranes des cellules.